Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e point presse du ministère des Armées pour l'année 2023. Pour commencer, je vais vous présenter les temps forts de l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, ainsi que ceux des agendas des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Miralles, qui est chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des Armées, et Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. Je ferai ensuite le point sur les actualités du ministère avant de céder la parole au général de division Nicolas Lenaine, qui commande le commandement pour les opérations interarmées. Il vous présentera la phase 2 de l'exercice de préparation opérationnelle interarmée Orion. Cette présentation permettra de mieux saisir les enjeux, les ambitions et le périmètre de cet exercice interarmé de grande ampleur. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous fera ensuite le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je commence donc par l'agenda de M. Sébastien Lecornu. Ce lundi 13 février, le ministre des Armées s'est entretenu avec M. Christian Cambon, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, puis avec M. Guillaume Faury, directeur général d'Airbus. Il s'est ensuite rendu mardi 14 et mercredi 15 février à Bruxelles, où il a participé d'abord à la réunion du groupe de contact dit de Ramstein, puis à la ministérielle de l'OTAN. Au cœur des échanges de cette ministérielle, la demande de l'Alliance à ses membres de passer en mode économie de guerre, sujet qui, comme vous le savez, la France a pris à bras-le-corps depuis déjà 8 mois. Demain, 17 février, il accompagnera le président de la République, Emmanuel Macron, en Allemagne pour la 59e conférence de Munich sur la sécurité, forum annuel consacré aux questions de sécurité internationale. Il partira dimanche soir pour la Côte d'Ivoire, où il passera la journée du lundi fin février, puis sera lundi soir et mardi 21 février au Sénégal pour évoquer avec les autorités de ces deux pays le nouvel agenda africain de la France et rencontrer les forces françaises qui y sont stationnées. Il se rendra ensuite à Athènes en fin de semaine. De son côté, Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, a assisté mardi 14 février à la remise d'un chèque de 55 000 € offert par la Ligue professionnelle de football aux Bleuets de France. Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'Union des blessés de la face et de la tête. Et c'est Franck Leboeuf, champion du monde de football 1998, qui a procédé à cette remise de chèque et qui a été nommé à cette occasion ambassadeur du nouveau fonds de dotation du Bleuet dont j'ai parlé la semaine dernière. À ce titre, au titre de ses fonctions d'ambassadeur, il a notamment pour mission de faire se joindre à cette initiative d'autres fédérations sportives que celle du football. La secrétaire d'État lui a remis au nom du ministre des Armées et à titre exceptionnel la médaille d'or de la Défense nationale. Patricia Miralles assistera demain, vendredi 17 février, à Oradour-sur-Glane, aux funérailles de Robert Hébras, qui, comme vous le savez, est le dernier rescapé du massacre perpétré dans ce village le 10 juin 1944 par un régiment de SS. Enfin, le 18 février, elle participera au colloque des étrangers dans la résistance et le 20 février, elle se rendra à la maison Athos de Bordeaux. Je termine cette séquence des agendas avec celui de Mme Sarah El Haïry dans le cadre de ses consultations autour du service national universel. Elle a notamment rencontré cette semaine M. François Patria, sénateur de la Côte d'Or, Mme Lucie Bozonnet, qui est la secrétaire générale du mouvement rural de jeunesse chrétienne, Mme Sarah Durocher, qui, elle, est la déléguée générale de la Fédération des maisons des lycéens. Elle rencontrera aujourd'hui M. Christian Dominé, président de Jeunesse au plein air, ainsi que d'autres interlocuteurs associatifs. La secrétaire d'État assistera en fin de journée à un conseil national de la refondation sur la thématique jeunesse. Elle visitera le dimanche 19 février le centre Kellermann dans le 13e arrondissement à Paris. Ce centre accueille un séjour de cohésion du service national universel où des jeunes entre 15 ans et 17 ans partagent pendant 2 semaines des activités collectives et participatives, ainsi que des rituels républicains comme le lever des couleurs ou le chant de l'hymne national. Madame El Haïry rendra aussi visite dans les semaines qui viennent à des jeunes volontaires parmi les 2000 qui participeront à ces séjours de cohésion du service national universel du 19 février au 3 mars prochain. Je passe maintenant au sujet d'actualité en commençant par un retour sur la rencontre qui s'est déroulée ce mardi 14 février à la section technique de l'armée de terre avec des partenaires à la fois académiques et industriels. Dans le cadre de ces échanges, le pôle innovation du groupement Académie, Industrie, Ingénieurs d'Île-de-France pour l'innovation au profit de l'armée de terre, plus simplement dit Gaïa, qui a été créé en 2021 par l'armée de terre,
a réuni des juristes des universités de Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris, ainsi que des ingénieurs de l'industrie de défense, autour des enjeux de protection de la propriété intellectuelle et de la valorisation de la recherche. Parmi les entreprises représentées, le groupe industriel Nexter, l'entreprise Arcus, spécialisée dans les véhicules militaires, et MBDA, spécialiste des missiles et des systèmes de missiles. L'objectif de ces échanges, favoriser l'accélération de projets innovants et protéger l'innovation sur le plan juridique dans le domaine des équipements terrestres et aéroterrestres dont bénéficieront les forces de l'armée de terre. Suite à ces rencontres, un accord a été signé pour un projet sur l'optimisation énergétique des véhicules militaires. Dans ce même cadre, et les années passées, 28 projets industriels ont déjà été identifiés, corrélés à d'autres thématiques. Certains projets en cours de développement touchent à la recherche de nouveaux matériaux pour la protection des soldats ou encore des projets robotiques. De son côté, la Direction générale de l'armement a réceptionné le 14 février le 21e A400M Atlas français, produit par Airbus et destiné à l'armée de l'air et de l'espace. L'avion dispose des dernières avancées certifiées par la DGA, notamment le suivi de terrain à très basse altitude sans visibilité, un système complet d'autoprotection face aux menaces adverses, la pleine capacité de larguer des parachutistes ou des charges de jour comme de nuit, par les portes latérales comme par la tranche arrière. Fer de lance de notre aviation de transport militaire, l'A400M Atlas procure aux armées une capacité d'avion tactique inégalée en milieu contesté. Mais également, il a en outre une allonge stratégique qui autorise l'intervention rapide depuis la métropole sur des théâtres éloignés. Comme tous les appareils livrés depuis 2022, l'avion bénéficie donc des dernières capacités dont j'ai parlé, qui constituent des atouts majeurs car elles permettent l'entrée sur un théâtre d'opération de troupes et ou de matériel, à la fois en très basse altitude et en conditions météorologiques très dégradées. Par ailleurs, le ravitaillement en vol d'hélicoptères à partir de la 400M a également été certifié fin 2022 et sera expérimenté en France à partir de l'été 2023. La France sera d'ailleurs la première des 7 nations clientes de ce programme à recevoir les nacelles de ravitaillement dédiées au ravitaillement par hélicoptère. Elles viendront compléter les capacités déjà existantes de cet appareil pour ravitailler en vol des avions de transport ou des chasseurs. Ce programme, je le rappelle, génère plus de 10 000 emplois directs en Europe, dont 2 400 en France. Plus de 80 entreprises sont impliquées sur le territoire national, dont plusieurs petites et moyennes entreprises. Toujours dans le champ de l'armée de l'air et de l'espace, mais cette fois-ci dans le domaine spatial, l'exercice militaire Astérix, organisé par le commandement de l'espace, revient pour une 3e édition en 2023. Il se déroulera cette année du vendredi 24 février au jeudi 9 mars et se clôturera par un VIP et Media Day le vendredi 10 mars 2023. Pour vous y inscrire, rapprochez-vous du CIRPA de l'armée de l'air et de l'espace. C'est un exercice de niveau tactique. Il sera dédié à l'entraînement aux opérations spatiales militaires et se déroulera dans les locaux du CNES situés à Toulouse. Articulé avec l'exercice interarmé Orion 2023, dont le général Lenaine parlera tout à l'heure, il concerne toutes les unités opérationnelles du commandement de l'espace, ainsi que ses partenaires militaires, étatiques, internationaux et industriels. Les principaux objectifs de cet exercice sont d'abord de préparer l'ensemble des unités qui concourent aux opérations spatiales militaires françaises, en s'appuyant sur le retour d'expérience des 2 éditions précédentes, en synergie, comme je l'ai dit, avec l'exercice Orion. Il vise aussi à concourir à la pleine intégration du milieu spatial au sein des armées et au travers de la planification et de la conduite des opérations multimilieux, multichamps et multidomaines. Enfin, il a pour objectif d'ouvrir largement l'exercice aux partenaires étrangers, dont les États membres de l'Union européenne. Côté jeunesse, cette fois, comme l'an dernier, des journées défense et mémoire nationale sont organisées et mises en œuvre par le ministère des Armées, et en l'occurrence la direction du service national et de la jeunesse, dans le cadre des premières sessions 2023 du service national universel. Donc les premières sessions qui ont lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 19 février au 3 mars. Ces journées se composent de 3 modules, un module défense, un module mémoire et un module résilience. Ces modules visent à faire découvrir le monde de la défense et ses enjeux au travers d'activités adaptées pour les jeunes, des ateliers en extérieur pour apprendre à s'orienter
se protéger et alerter en situation de crise. Un diaporama « Explique-moi une cérémonie » pour inviter les jeunes à s'impliquer davantage dans les cérémonies patriotiques, ou encore un jeu de plateau collaboratif qui s'appelle « Décision Défense ». Ce jeu de mise en situation permet de découvrir les armées, d'appréhender la stratégie de défense nationale. Il permet aux participants d'incarner des décideurs politiques en charge de limiter les risques, les menaces ou les tensions autour du globe, en particulier là où les troupes françaises sont présentes et où elles interviennent. En 2022, plus de 250 journées défense et mémoire ont été organisées dans le cadre des séjours de cohésion du service national universel pour plus de 32 000 jeunes. Enfin, pour terminer ce point sur l'actualité du ministère, une visite guidée du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce est organisée pour la presse, donc pour vous, le 23 février prochain. Cette visite est organisée à l'occasion de la sortie de la bande dessinée « La Chambre des officiers ». J'imagine que beaucoup parmi vous ont lu le roman éponyme de Marc Duguin, qui a été adapté au cinéma par le réalisateur François Duperron au début des années 2000. Une œuvre, tout comme la bande dessinée qui va sortir, qui s'est inspirée des lieux de l'école du Val-de-Grâce et s'est emparée de la délicate thématique des gueules cassées de la guerre 14-18 et donc du lent retour à la vie d'hommes qui doivent tout réapprendre, et notamment le regard des autres. Installé dans le cloître de l'ancienne abbaye royale, le musée offre aux visiteurs un panorama sur cette thématique spécifique du service de santé et de la médecine militaire, avec notamment une exposition sur les progrès de la recherche en chirurgie de guerre et en chirurgie réparatrice. Les inscriptions pour cette visite guidée sont possibles jusqu'au 20 février et les places sont limitées. Est-ce qu'il y a sur les actualités du ministère ou sur les agendas dont je viens de parler des questions, en commençant par la salle ? Et en audio ? Nous ne vous entendons pas bien. Bien, nous regrettons de ne pas vous entendre. J'ai oublié de vous présenter une petite vidéo sur l'exercice Astérix. On va la passer maintenant, simplement pour vous dire que nous devrions reparler de cet exercice, vous présenter son déroulement et son retour d'expérience à la mi-mars. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, envoyer la vidéo ? L'intégration des opérations militaires spéciales devient une réalité et vous l'avez peut-être vu ce matin, un communiqué de presse de France Info qui dédiera une journée aux forces armées françaises dans le contexte de la guerre en Ukraine. À la fin de cette journée, donc le 22 février à 18h30, le ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, sera interviewé dans la salle de commandement du commandement de l'espace. Nous allons maintenant passer au focus thématique que nous consacrons cette semaine à l'exercice Orion, au travers duquel les armées vont renforcer leur préparation opérationnelle interarmée sur un scénario complexe et complet, adapté aux nouvelles menaces.
C'est un exercice d'un type inédit. Orion marque une volonté d'intégration totale de l'engagement dans tous les milieux et tous les champs de conflictualité. Ils permettent à la France de se positionner comme l'une des rares nations européennes à maîtriser ce niveau d'expertise dans la planification opérative et la conduite d'engagements de grande envergure. Je cède à présent la parole au général de division Nicolas Lenaine. Pour en parler, le général Nicolas Lenaine commande donc les opérations interarmées. Bonjour à tout le monde, bonjour également aux gens en audio. Donc je suis le général Lenaine, je commande le commandement pour les opérations interarmées, qui est un commandement dédié à l'expertise de niveau opératif et de l'intégration interarmée. Et à ce titre-là, je suis donc le directeur de l'exercice Orion 2 qui va débuter la semaine prochaine. Alors avant de vous présenter l'économie générale de l'exercice Orion et plus particulièrement celui de Orion 2, je vous propose un petit film qui va vous mettre un peu dans l'ambiance et vous expliquer le pourquoi du comment. Orion est un rendez-vous majeur pour les armées françaises qui répond à de nombreux objectifs et permet un entraînement commun en interarmée et en multinationale. En prenant en compte le durcissement des engagements et l'intégration multimilieux et multichamps, Orion constitue le premier jalon d'un nouveau cycle d'exercice triennal des armées. Le contexte international est marqué par le durcissement de la compétition entre grandes puissances, le réarmement et la désinhibition de certaines puissances régionales, la multiplication des foyers de crise et l'expansion de la menace terroriste. Les armées françaises ont ainsi pris en compte les nouveaux champs de conflictualité, en particulier le champ des perceptions et le champ informationnel. Elles s'entraînent pour faire face à des stratégies hybrides. L'objectif de cet exercice inédit est de renforcer la préparation opérationnelle interarmée vers la haute intensité. Il s'agit donc d'entraîner les armées françaises dans un cadre interarmé et multinational sur un scénario de haute intensité qui intègre les domaines émergents, en particulier dans les champs immatériels. Orion 2023 se déroule sur 4 phases. La planification opérationnelle d'une opération d'envergure, une opération de projection interarmée amphibie et aéroportée dite d'entrée en premier, une phase de gestion de crise au niveau interministériel, enfin une phase finale d'opération d'envergure. Arnland faisait partie d'une fédération Skolkan qui a disparu. Mercure souhaite conserver son influence et apporte un soutien aux milices tantales qui revendiquent l'indépendance d'une des régions du pays. Face à la dégradation de la situation, la France décide de déployer son échelon national d'urgence interarmée, ou ENU. Ce déploiement se fait dans un environnement contesté. La France et ses partenaires affrontent Mercure en mer et neutralisent les défenses solaires et côtières. À la suite de frappes ciblées physiques et cyber, permettant de créer des brèches dans le dispositif adverse, plusieurs centaines de parachutistes seront déployés en Arnland, juste avant que les soldats du groupement tactique embarqué ne débarquent sur les côtes, depuis les porte-hélicoptères amphibies, appuyés notamment par le groupe aéronaval, centré sur le porte-avions, et la force aérienne décollant des bases à terre. L'objectif est de sécuriser un point d'entrée sur le théâtre d'opération avant l'envoi du 2e et 3e échelon de l'ENU. Tous les milieux et les champs de conflictualité sont concernés, notamment le cyber, les fonds marins et le spatial. Une guerre informationnelle est également menée. Après quelques mois et des décisions politiques prises pendant la phase 3, la France devient nation cadre d'une coalition internationale. La force est maintenant présente dans le nord-est du pays, mais fait face à une menace d'envergure. Surveillées depuis le début de l'opération, les forces de Mercure finissent par passer la frontière. La confrontation devient inévitable. La supériorité aérienne doit être gagnée et la division multinationale est engagée dans une manœuvre défensive majeure. Orion 2023, c'est 7 000 militaires sur la phase 2 et jusqu'à 12 000 militaires sur la phase 4, sur près de 20 départements, mais aussi en mer et dans les espaces aériens. C'est le retour des grandes manœuvres en terrain libre. Cette préparation opérationnelle, qui intègre une vingtaine d'exercices, doit permettre un entraînement réaliste, durci et à grande échelle. Ce réalisme est également possible grâce à la participation en nombre de nos partenaires internationaux.
Mais cet exercice démontre surtout la capacité française à entrer en premier sur un théâtre d'opération, à entraîner et fédérer des partenaires internationaux pour conduire une opération d'envergure et des affrontements de haute intensité, en intégrant tous les milieux et champs de conflictualité. Tout cela contribue à montrer que la France est une puissance d'équilibre majeure, crédible et déterminée au service de la sécurité et de l'ordre international. On va passer à la diapositive. Voilà. Donc, Orion, c'est un exercice qui s'inscrit dans un cycle triennal de conflits modernes, qui a été décidé par le général chef d'état-major des armées en 2021, après la revue stratégique de 2017, qui a été actualisée en 2021. On a 4 objectifs pour cet exercice. Le premier, c'est de recentrer l'entraînement des armées sur la conflictualité moderne, et notamment la haute intensité. Le deuxième, c'est d'accroître notre interopérabilité avec nos alliés étrangers. Le troisième, c'est d'évaluer les capacités internes de commandement pour une opération d'envergure. Et le dernier, c'est d'éprouver de nouvelles capacités, notamment dans le domaine de la lutte informationnelle. Donc Orion 23, c'est 4 phases. Une première phase de planification d'une campagne interarmée sur une année et qui a intégré les 4 autres phases. Donc on commence par une opération de type Small Joint Operation au standard OTAN et on termine par une opération au standard Major Joint Operation. Donc cette planification est terminée et elle a été conduite par le CPOIA que je commande. Ensuite, une seconde phase qui s'appelle O2, qui est donc une phase d'entrée en premier dans un environnement contesté. Au cours de cette phase, on va mettre en œuvre des capacités de projection de force et de puissance au travers de notre échelon national d'urgence, qui est la réserve d'intervention immédiate que les armées tiennent à disposition 24 heures sur 24 pour être en mesure soit de saisir un point clé dans un PMI, soit éventuellement de renforcer en urgence notre dispositif outre-mer, soit sinon d'évacuer des ressortissants. La troisième phase est la gestion interministérielle d'une crise majeure sur le territoire national. Elle se déroulera au mois de mars et sera caractérisée par un wargaming. Et puis la quatrième phase, qui est une opération aéroterrestre de niveau divisionnaire, donc Major Joint Operation au standard OTAN, et qui aura lieu de la mi-avril au début mai. Alors, quel a été le rôle du CPOIA que je commande pour O1 et O2 ? Pour O1, nous avons conduit cette planification d'une campagne interarmée sur une année. Et pour O2, nous avons planifié cette opération réelle d'entrée en premier, donc comme nous aurions planifié n'importe quel type d'opération de ce niveau-là. Et nous avons également conçu cet exercice, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur le réalisme de l'animation, le soutien logistique des unités qui vont être déployées, la sécurité du déploiement des troupes en terrain libre, la sécurité des biens et des personnes. Pour cela, nous avons bénéficié de l'appui des armées, des directions et des services, ainsi que de nos échelons zonaux, la zone de défense sud et la zone Méditerranée. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, l'organisation du commandement, c'est une organisation qui est identique à une chaîne de commandement d'une opération réelle, avec 3 niveaux de commandement. Un niveau stratégique, qui sera assuré depuis Paris et depuis le centre de planification et de conduite des opérations. Un niveau opératif, que l'on appelle EXCON, Exercise Control, dans le cadre d'un exercice, qui lui sera déployé à Lyon-Montverdun, et un niveau tactique composé de 7 composantes. Une composante spatiale, dont le PC sera déployé à Toulouse, une composante cyber, dont le PC sera déployé à Lyon, une composante logistique, qui sera déployée à Sète, après avoir débarqué dans le port de Sète, une composante force spéciale,
dont le PC sera déployé à Paris, une composante aérienne dont le PC sera déployé sur la base aérienne de Lyon-Montverdun, une composante maritime dont le PC sera à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, et une composante terrestre qui sera un PC qui sera largué sur l'aéroport de Castres. La mission de l'ExCon, donc le niveau opératif, c'est d'abord de conduire l'opération telle que nous la conduirions dans des conditions réelles et en même temps de conduire l'exercice, c'est-à-dire s'assurer de l'enchaînement des événements d'animation, puisque nous avons prévu un certain nombre d'animations qui répondent à un certain nombre d'objectifs recherchés dans le cadre de cet exercice, de suivre le déploiement des unités sur le terrain, de nous assurer du bon déroulement du soutien logistique, de la sécurité des déplacements, des manœuvres qui seront conduites en terrain libre, et puis faire face à tous les imprévus qui seront immanquables dans ce type de grand exercice. Moi, j'ai 4 attendus en tant que directeur de l'exercice. Le premier, d'abord, c'est de gagner en expertise opérative, c'est-à-dire gagner dans l'intégration que les effets de ces différentes composantes vont produire sur le terrain et sur l'ennemi. Il s'agit bien, dans la guerre moderne, d'être capable d'agir dans tous les milieux et les champs de la conflictualité. Ensuite, de mener un entraînement qui soit réaliste, c'est-à-dire qui soit en conformité avec les conflits qui sont aujourd'hui conduits dans le monde. M'assurer que la planification prévue pour l'exercice se déroule comme on l'a effectivement prévu, et notamment le déroulement des différents incidents d'exercice, c'est-à-dire des incidents qui obligent chacune des composantes à conduire des manœuvres sur le terrain, et puis évidemment m'assurer de la sécurité du déroulement des opérations. Suivante, s'il vous plaît. Donc l'exercice Orion 2 va se dérouler comme une opération classique, c'est-à-dire comme une opération d'entrée en premier dans un environnement contesté, avec un déploiement de capacités de projection de puissance, essentiellement donc des tirs dans la profondeur du dispositif ennemi, et puis de projection de force, à un moment donné, avec une phase aéroportée et une phase amphibie. Donc 3 phases. D'abord, un déploiement initial des forces qui a déjà commencé. Les unités sont en train de se mettre en place pour être prêts à débuter au moment du départ de l'exercice qui est prévu le 21 février. Une première phase qui est une phase 1 que l'on appelle modelage de l'ennemi et qui consiste à désorganiser dans la profondeur le dispositif de l'ennemi, en l'occurrence celui des milices tantales, avec des frappes aériennes et maritimes conduites par la composante aérienne et la composante maritime, des opérations contre des objectifs particuliers de l'ennemi, des opérations dans les champs immatériels avec notamment des frappes cyber, et puis des opérations d'influence pour faire comprendre et faire admettre l'opération qu'on conduit en pays en land. Une fois que cette phase de modelage sera terminée, on passera à la phase 2, qui est la saisie d'initiative avec une entrée en premier simultanée et à 2 endroits et avec 2 modes différents. Une opération aéroportée sur l'aéroport de Castres et une opération amphibie dans le secteur de Sète. C'est la phase clé de l'opération puisqu'il s'agit de prendre pied en territoire on-land face à l'ennemi. Une fois que nous aurons saisi cette initiative, une phase 3 où nous exploiterons l'initiative que nous aurons acquise avec des opérations terrestres dans la profondeur du dispositif ennemi avec comme but de détruire les sanctuaires. En soutien de ce déploiement, en soutien de ces opérations dans la profondeur du dispositif ennemi, nous déploierons un hub logistique qui aura débarqué sur Sète et nous sécuriserons les voies de communication pour pouvoir soutenir la force terrestre. Suivante. Donc, quels sont les enseignements attendus pour O2 ? Le premier, c'est d'abord vérifier l'adaptation de nos moyens de commandement et de soutien logistique
à une opération d'ampleur d'entrer en premier dans un environnement contesté. Le second, c'est d'accroître la coordination et l'intégration des actions conduites par les 7 composantes qui sont au niveau tactique: terre, air, mer, forces spéciales, cyber, spatiale, et également dans les champs immatériels et notamment les opérations d'influence. Et puis, évidemment, accroître également notre niveau d'interopérabilité avec nos alliés, puisque l'exercice sera un exercice multinational. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'exercice Orion, et je suis maintenant prêt à répondre à des questions si vous en avez. On va commencer par la salle, s'il y en a. Ah oui, bonjour Pierre-Julien. Petite question, alors c'est vrai que c'est un peu mon dada, j'allais dire, c'est, puisqu'on le voit bien, pour une entrée en premier sur le théâtre, il faut annihiler les défenses solaires de l'ennemi. Donc là, on fait effectivement toujours un grand partage avec nos alliés, notamment américains, puisque depuis le Martel, le bon vieux AS-37, tout ça, c'est quand même eux qui en ont la priorité. Alors, je ne rentrerai pas dans ce détail. Ce que je peux vous dire, c'est en tout cas, dans la phase de modelage de l'ennemi et dans la destruction d'un certain nombre d'objectifs particuliers, il y a évidemment la destruction des moyens solaires de l'ennemi. Donc, ils seront conduits par une campagne aérienne, aéromaritime et également par des opérations particulières. Je reprends là-dessus, c'est vrai que j'aurais dû commencer. L'ennemi est là, dispose vraiment, contrairement par exemple à ce qu'on peut trouver en Afghanistan ou au Sahel, là il dispose vraiment de moyens solaires, de capacités anti-aériennes. L'ennemi dispose de capacités... Avions ou missiles. L'ennemi dispose de capacités antiaériennes. On est dans la première phase de l'exercice Orion, c'est-à-dire l'entrée en premier, et notre ennemi est un ennemi composé de milices. Donc, il dispose de moyens antiaériens qui sont adaptés à des milices, donc essentiellement du portatif. Il y a dans le scénario des moyens plus importants, mais qui sont à ce moment-là de l'opération en nombre limité. Si je peux me permettre, mon général, M. Julien, il y a aussi d'autres manières de traiter des défenses aériennes que la S-37, Martel, notamment des combinaisons de moyens auquel le général vient de faire référence. Et on est déjà allé sur des théâtres qui étaient défendus par de la défense antiaérienne, en 2011 notamment. On s'est énormément appuyé sur les Américains. Tout ce qui est brouillage et autres. Bonjour, Myriel Crafray. Est-ce que vous pouvez nous redonner en tout cas quelques éléments de volume de force engagée? Le PC, par exemple, à Lyon, physiquement, combien de personnes animeront, entre guillemets, ce PC? Et puis, vous avez parlé de Paris, vous avez parlé de Castres, vous avez parlé du PHA également. Ça, c'est pour les PC. Et puis, est-ce que vous pouvez nous redonner une idée du volume des forces qui seront engagées pour cette deuxième phase? Et troisième question, je reviens à une question qu'on avait déjà évoquée lors de la première présentation. Pour les Français, en fait, lambda qui vivent sur le territoire national, cet exercice, est-ce qu'il sera transparent ou est-ce que, en particulier pour cette deuxième phase, donc je comprends qu'il sera quand même visible sur la partie sud-est du littoral et à Castres, mais vous évoquiez justement ces phases dans la profondeur. Est-ce que pour les Français, c'est quelque chose qui sera aussi visuel ou audible, ou est-ce qu'il y aura une trace de ça en dehors en fait des endroits vraiment très localisés où se situeront les phases de haute intensité entre guillemets? Voilà, l'impact en fait visuel sur nos concitoyens, puisqu'il y a aussi, j'imagine, une idée de communiquer à ce niveau-là. Merci. Alors d'abord le volume, donc c'est 7000 hommes. Le volume de l'Excon, c'est 208. Donc, c'est un PC qu'on va qualifier de sobre, pour reprendre en termes à la mode, voire de frugal. Avec 208, on va commander cet exercice de 7000 hommes. Ceci étant dit, c'est un défi. Et je pense que le temps des PC
lourd à 900 ou 1000 est révolu. Et donc, on est aujourd'hui dans un système de commandement, on va vers un système de commandement qui est un système de commandement distribué. Et donc, on va aussi expérimenter ce genre de PC. Donc, 208 à Lyon pour l'Excon. Volume général, 7000 hommes. Donc, répartis entre terre, air, mer, cyber, espace. L'empreinte au sol, elle sera réelle puisque c'est un LiveX. Donc, c'est un exercice de déploiement. Donc, les gens qui habitent dans la région sud verront forcément, à un moment ou à un autre, des avions de combat Rafale volés, des A400M largués des parachutistes, deux portes hélicoptères amphibies faire un débarquement de force. Il y aura un débarquement, un GSIAT, un groupe de soutien interarmé de théâtre relativement conséquent qui va se déployer dans la région de Sète. Donc oui, les Français verront au quotidien l'exercice se dérouler sous leurs yeux, mais de la même manière qu'une population locale voit des soldats se déployer. Et d'ailleurs, c'est un des soucis, en tant que là, le PC exercice, c'est de s'assurer que les déplacements se passeront bien, éviter tout type d'accident qui pourrait survenir. Il y aura quand même à un moment donné 7000 soldats. Pas tous ensemble au même endroit, puisque la zone d'opération est grande. Il y en a notamment une partie qui restera embarquée en mer. Mais oui, il y aura un volume de force conséquent déployé sur le territoire national, et ça n'est pas arrivé depuis... Depuis 2000 ans. Voilà. Mais je vous en prie, mon colonel. Oui, monsieur Raffray, pendant la phase de planification dont le général Lenel a parlé, il y a eu typiquement des approches vers les préfectures, vers les localités, évidemment, et via l'organisation territoriale interarmée, c'est-à-dire et les délégués militaires départementaux qui ont fait bénéficier, on va dire régionalement, d'un d'avis de manœuvre, de sensibilisation à cet exercice. Alors, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé ou pas complètement exprimé. Ma question ne portait pas vraiment sur cette partie des choses, mais j'avais dans l'idée, si vous voulez, que globalement, les forces françaises sont réparties sur les territoires de manière inégale, tout le monde le sait, et que bien souvent, jusqu'à ces dernières années, en fait, on voit les forces françaises à terre, en l'air ou en mer, à peu près aux mêmes endroits. Et j'imaginais qu'avec ce type d'exercice, l'idée était aussi d'en montrer ailleurs que d'habitude. Et en tout cas, la question, c'est est-ce que, justement, en dehors de Toulon, Brest, Cherbourg et Castres, puisqu'il y a le 8e RPIMA qui est présent, est-ce que, justement, pour la première fois depuis 2001, 7000 hommes, est-ce que ces 7000 hommes seront visibles et manœuvreront dans des endroits où, d'habitude, les Français ne les voyaient pas? Merci. Alors forcément, on va commencer par Sète, garnison d'un régiment d'infanterie à l'époque où je crois que ni vous ni moi n'étions nés. Donc il y aura déjà des soldats, ils verront des soldats. Dans le port de Sète, il y aura à un moment donné un porte-hélicoptère amphibie, des EDAR. Donc oui, il y a Sète qui n'est pas une grande garnison militaire. À un moment donné, il va y avoir des opérations sur Cahors. Alors on peut toujours considérer que c'est la sphère de la 11e BP, mais il n'y a pas des soldats au quotidien. Voilà. Ceci étant dit, on n'a pas choisi la région pour ça. On a choisi la région pour les caractéristiques d'opération qu'elle proposait, c'est-à-dire un littoral, une capacité à trouver des zones de saut qui soient à la mesure de l'opération aéroportée qui sera conduite. Et puis, en fait, la zone d'opération est vaste. En fait, la zone d'opération, c'est tout le golfe du Lion, puisqu'à un moment donné, on va conduire une opération de déception face justement à la région Marseille-Toulon. Avant de poser à la prochaine question, deux compléments. Un sur la communication. Bien sûr que, comme l'a dit le collègue Godillère, il y a eu un large travail préparatoire fait au niveau des administrations et des élus, mais qu'évidemment, il y aura une phase de communication pour bien informer les populations dans les jours qui viennent. Ce n'est pas la peine de le faire 3 mois avant que ce soit oublié. La deuxième chose, c'est que les Français ont vu, et notamment depuis 2015, je rappelle le volume de l'opération Sentinelle au départ, 10 000 hommes déployés, cette fois-ci sur tout le territoire national. Ce ne sera pas dans le même contexte, mais ce sont des volumes qu'on a déjà plus récemment vus que dans les années 2001. Question suivante.
Bonjour, Théo Sauvigny pour Le Point. Pour rebondir sur les questions de mon confrère, notamment toutes les opérations qui vont se passer dans les champs immatériels, est-ce que ça touchera la population directement ou est-ce qu'il y a un champ qui est défini en dehors de tout ça? Sur les forces internationales des alliés, on est sur quel genre de volume? Je crois que les pays sont passés, mais est-ce que vous pouvez les rappeler, s'il vous plaît? Ça, et qui jouera les rouges et dans quel volume aussi? Alors, concernant les opérations dans les champs immatériels, de la même manière que les opérations dans les champs classiques sont jouées avec un cadre particulier, c'est-à-dire des rouges face à des bleus, là c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un système étanche avec des ennemis cyber rouges contre des amis cyber bleus. De façon évidemment à ce qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux sur la vie quotidienne, évidemment. Donc c'est un exercice interallié. Le volume des forces alliées est encore à finaliser. Ce qu'on sait donc, c'est qu'on a un accord de principe de la participation d'un certain nombre de pays. Dans la composante terrestre, il y aura des Britanniques. Dans la composante aérienne, il y aura des Américains. Dans la composante maritime, il y aura 7 marines alliées. Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni. Et dans la composante spatiale, on retrouvera également des Allemands, des Italiens, des Américains, des moyens de l'Union européenne et des moyens de l'OTAN. Les rouges donc, sont représentés. Le volume devrait tourner autour de 1000 pour les forces terrestres. Donc c'est quand même un ennemi conséquent. Comment? Oui, compris dans les 7000, tout à fait. Oui. Ça fait déjà un rapport de force intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a franchi un cran dans ce qu'on cherche, c'est-à-dire de la haute intensité. Le retour à la guerre symétrique de ma jeunesse, pour reprendre un terme un peu ancien. Voilà, donc autour du millier qu'on est en train de finaliser. Voilà. Une dernière question en salle avant de passer à l'audio. Juste une petite précision. On est bien d'accord. Donc il y aura une campagne d'avertissement à la population pour leur dire non, ce n'est pas un certain ennemi qui vient tout d'un coup nous frapper. On est bien d'accord. Oui, soyez certains que les populations qui, dans les semaines qui viennent, enfin à partir de la semaine prochaine, verront des militaires français sur le territoire, sauront, eux et leurs élus, pourquoi ils sont là pour faire un exercice. Ça, c'est bien clair. Voilà, très bien. Et autre petite question, puisque effectivement le général le rappelait tout à l'heure, ces forces alliées vont se retrouver face à des milices. Le choix de faire de l'adversaire des milices remonte à plus d'1 an. Le scénario de l'exercice remonte déjà à plus d'1 an. Puisque Orion, c'est donc un cycle triennal de conflits modernes qui avait été décidé par le général Sema en 2021. Donc à plus d'1 an. S'agissant des populations locales, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille au montage de l'exercice, et notamment en s'appuyant sur nos échelons territoriaux, la zone de défense sud et SECMED, et qui eux-mêmes s'appuient sur le réseau local avec les DMD et ainsi de suite. Donc il y a vraiment eu un travail qui est allé même assez loin dans la discussion, notamment pour les zones de déploiement. Si je comprends bien la question de M. Gien, mon général, là il parle des milices pour la phase 2, mais on peut rappeler que c'est le premier ennemi, c'est l'ennemi de l'entrée en premier, et que le véritable ennemi vient derrière. Orion, l'exercice Orion, c'est sur 4 phases qui sont liées les unes avec les autres. La phase 1, c'est la planification d'une campagne interarmée sur 1 année, c'est ce que le CPOE a fait, et cette campagne, elle commence par une opération d'entrée en premier, dans un pays dont la souveraineté est contestée par une partie de milices soutenue par un pays extérieur, et à la fin, ce pays extérieur qui finit par intervenir militairement, et à ce moment-là, on intervient. Voilà, donc, si vous voulez, il y a une montée en puissance des menaces, et qui donc provoque une montée en puissance des capacités militaires qui vont être déployées. Il faut bien le concevoir comme ça, Orion.
Monsieur Souvigny, une dernière question, parce que je crois savoir que ça piaffe en audio. Merci beaucoup. Et est-ce que la société civile a été mise à contribution? J'imagine que de tels volumes de force, il va falloir les loger, les placer. Dans quelle mesure est-ce que vous avez mis à contribution, ou en tout cas fait participer des civils et les locaux Des civils, c'est-à-dire des... Alors, en dehors de... Alors d'abord, les forces terrestres, elles sont en campagne. Donc les soldats ne vont pas à l'hôtel. Non, mais dans le Si port, c'est votre question. Dans le port de Sète, j'imagine que Ah ça oui, va oui, quand même alors être- oui, bah, Et- évidemment, dans le port de Sète, avec les autorités aéroportuaires, parce qu'il va quand même y avoir beaucoup d'opérations aéroportées, donc avec du ravitaillement par air. Oui, oui, les préfets ont également été mis dans la boucle. Donc c'est un travail civilo-militaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Je vous en prie. Bien, on va passer aux questions en audio en espérant que sur le plan technique ça fonctionne bien et qu'on les entende. Oui, bonjour. C'est mieux. Aude Leroy. J'ai une question de Béotienne. Comment vous assurez la sécurité des militaires qui seront comme ça en campagne? Bonjour madame. La sécurité des militaires en campagne sur le territoire national, elle obéit aux mêmes règles que la sécurité militaire quand ils sont en opération. C'est-à-dire, voilà, chacun est responsable de son armement, mais de la même manière que les militaires qui sont en opération sentinelle. Il n'y a pas de mesure particulière. Là où il y a une vigilance particulière, c'est qu'on est sur le territoire national. Donc l'opération va se passer au moment de la vie quotidienne des Français. Et donc là, c'est la version exercice, c'est la version exercice du PC qui sera à Lyon-Montverdun. Et là, donc, on va suivre au quotidien le déploiement des soldats, les mouvements, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident de la circulation ou autre. La vigilance, elle est plutôt là, à ce moment-là. Pour le reste, un soldat, il est en opération, donc il est responsable de sa propre sécurité. Il n'y aura pas de mesures particulières par rapport à ce qu'on fait ailleurs. Ok, parce que je pensais, on a déjà vu des loups isolés passer à l'action à droite à gauche comme ça, et donc voilà, je me posais simplement la question. Madame Leroy, sans entrer dans l'état technique, soyez assurée que nos militaires veillent à leur sécurité et ont les moyens de se défendre. Me voilà rassurée. Y a-t-il une autre question en ligne? Oui, vous m'entendez? Très bien. Madame Bauer, je suppose. Ouais. Oui, Anne Boer. Je n'ai pas bien compris. Excusez-moi. Il y a 4 phases. La première phase, c'est de quelle date à quelle date exactement? On va peut-être remettre le... À 7, blabla, l'entrée en premier. Ah, pardon. Est-ce que vous parlez des phases de l'exercice de O2 ou vous parlez des phases de la totalité de l'exercice Orion? Bah alors pour moi, O1, c'est déjà passé, si Oui, j'ai bien c'est compris. ça. Oui. O2, ça arrive là à Voilà, 7, donc O2, je peux vous donner donc la date du début de l'exercice est le 21 février et l'exercice se terminera le 11 mars. Donc 19 jours de terrain libre. D'accord, 19 jours de terrain. Voilà. Et alors après, vous avez dit qu'O3 et O4, c'était plus tard jusqu'à la fin du printemps, si je puis C'est ça. dire. O3, c'est un wargaming qui aura lieu à la fin du mois de mars. Et O4, qui sera centré sur... Vous voulez dire que ce sera uniquement de la cyberattaque et des choses comme ça? Non, 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 c'est de la gestion interministérielle d'une crise majeure sur le territoire national. D'accord, donc là, on voit rien pour le citoyen. Il y a un Il n'est pas wargaming, impossible, il n'est pas impossible qu'on en parle à ce point presse ou qu'il y ait une communication faite dessus, mais on verra ça à ce moment-là. Et donc O4, O4 voilà, O4 qui est une opération d'envergure de niveau divisionnaire, qui sera essentiellement une opération aéroterrestre, avec une grande partie de force de l'armée de terre, et qui, lui, aura lieu donc de mi-avril à début mai, et qui sera centré sur l'Est de la France, et notamment dans les grands camps de la région de l'Est. D'accord. Donc
enfin, si je résume, pour le citoyen lambda, Oui. voir des hommes qui bougent, des chars, des bateaux, des avions, tout ça, c'est à O2 et à O4. Voilà, tout à fait. Excusez-moi, hein, c'est un peu basique, mais d'accord. Et O2 et les partenaires, ils sont à O2. Moi, j'ai une question. Alors, Ils sont tout le temps ou ils sont... à l'exercice O2, oui, nos partenaires seront tout le temps présents. Ils participent à l'intégralité de l'exercice. D'accord. Oui, il y a une deuxième question en ligne. Oui, Ariane pour RFI. Le scénario, il a été écrit en se basant sur des conflits actuels ou passés, et si oui, lesquels? Alors, le scénario est dérivé d'un scénario de l'OTAN qui s'appelait le scénario Skolkan, et qui est un scénario qui avait été élaboré en 2012 pour faire monter en puissance la NATO Response Force de cette époque-là. C'est un scénario que nous avons repris et que nous avons adapté au territoire national, à notre ennemi de doctrine, puisque l'ennemi Tantale, Mercure, c'est un ennemi de la doctrine militaire française. Et surtout, le Skolkan de l'OTAN était ce qu'on appelle un command post exercise, c'est-à-dire un exercice sur carte. Là, on a dû le réadapter pour pouvoir faire un exercice, ce qu'on appelle un LiveX, donc un exercice avec déploiement de troupes sur le terrain. Votre question, madame, est peut-être, mon général, de savoir si le rétexte des derniers conflits, le Haut-Karabakh, l'Ukraine, ont bien été pris en compte, et si on se limite aux conflits actuels, ou si dans ce scénario, on est déjà sur des conflits potentiellement futurs. Alors, il est certain que quand on conduit un exercice, on regarde ce qui se passe. Et donc, évidemment, on a regardé ce qui s'est passé dans les conflits récents, on regarde ce qui se passe également dans les conflits en Ukraine, et on tire des premiers rétextes qu'on fait de ces conflits un certain nombre d'enseignements qui nous permettent, notamment sur ces exercices, de dimensionner un certain nombre d'incidents d'animation pour pouvoir accroître nos capacités et permettre aux unités qui s'entraînent de s'entraîner dans les conditions les plus réelles. Donc oui, bien sûr. Mais ça n'est pas spécifique à la période que l'on vit. Ça fait partie du montage d'un exercice. On fait toujours ça quand on monte un exercice. Une autre question en audio. Oui, bonjour, Marguerite Dégé à l'appareil pour la Provence. J'ai plusieurs questions à vrai dire. Une première question sur le scénario général. J'ai bien la carte sous les yeux, mais je pense qu'on n'avait pas les slides, donc c'est pas forcément facile de comprendre. J'ai bien compris que Arnhem était attaqué par les milices, puis soutenu par Mercure qui rentre ensuite dans le conflit. Que deviennent les pays imaginaires qui sont situés autour, Minzef, Ramland, Otso, etc. Il y a des interactions avec eux? Alors, ces pays-là, ils sont représentés dans l'animation, mais ils sont soit neutres bienveillants pour Mercure, ou neutres bienveillants pour nous. Voilà. Eux n'auront pas d'action proprement dite, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans le conflit. D'accord, entendu. Voilà. Autre question sur la partie un peu antagonisme. Vous nous avez dit que ça fonctionnait sur le système traditionnel, les bleus, les rouges, avec donc 1 millier de personnes dans les rouges sur la partie terrestre, si j'ai bien suivi. Comment ça va se formaliser? Est-ce que vous avez mis des unités à part qui jouent les rouges? Est-ce qu'ils vont avoir des uniformes différents? Comment ça fonctionne quand on fait partie des forces françaises et qu'on nous demande de jouer les rouges? Alors, effectivement, d'abord, ils sont représentés. Ils auront des uniformes différents. Et ensuite, c'est un exercice que l'on qualifie, nous, techniquement, de le plastron est dirigé. C'est-à-dire que l'ennemi a une liberté d'action pour pouvoir mener ses propres opérations. Ce sera notamment le cas pour les opérations navales. Mais à un moment donné, on fait des recalages en fonction de la façon dont les opérations se déroulent. Pourquoi? Parce que on veut vérifier un certain nombre de choses. Et pour vérifier un certain nombre de choses, il faut pouvoir, à un moment donné, recaler le scénario de façon à pouvoir aller au bout d'un certain nombre d'opérations qui ont été planifiées. C'est la dimension exercice, et on peut dire la dimension un peu artificielle d'un exercice. Mais si on ne fait pas ça, à ce moment-là, on n'arrivera pas à vérifier et à s'assurer de tous les attendus de l'exercice.
Bon, je comprends également dans votre question que dans notre communication, il va falloir expliquer quels sont les différents uniformes sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de confusion. Dernière petite question et après je lâche le crachat. Vous avez parlé des enseignants dans les exercices, c'est-à-dire j'imagine que vous allez insérer artificiellement des bugs dans l'exercice pour voir comment vos équipes réagissent. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Non, franchement, non, j'ai pas d'exemple à vous donner. Ce qui est sûr, c'est un niveau de détail que moi, je n'ai pas. Par contre, ce qui est sûr, je vais vous faire une réponse de général pour le coup. Pas de caporal technicien, pardon. Non, en fait, moi, je me suis assuré que l'ensemble des incidents que nous allons jouer couvre bien tous les champs de la conflictualité. Le point clé, un des points clés d'Orion 2, c'est deux choses. C'est un, la haute intensité. Donc on a taillé un ennemi pour faire de la haute intensité. La deuxième chose, l'autre point d'Orion, c'est justement cette capacité à coordonner les actions, les effets que vont produire les différentes composantes, terre, air, marine, forces spéciales, cyber, spatiales, informationnelles, d'arriver à coordonner ces différents effets pour arriver à notre état final recherché, qui, lui, est un état final recherché très clair, c'est neutraliser les milices tantales qui déstabilisent l'État arnlandais. Donc ça, voilà. Et là, pour le coup, on a un catalogue d'incidents qui nous permettent de faire ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Pas complètement. En partie. Oui, pardon, je m'en excuse. Madame, vous savez que ce point presse est mis ensuite sur YouTube. Donc, si le général Le Naine vous dévoilait un élément du scénario, il faudrait aussitôt le retirer de l'exercice parce qu'il aurait pu être vu par certains joueurs. Est-ce qu'il y a une dernière question en ligne avant qu'on passe à la dernière phase du point presse ? Tout à fait. Nicolas Kyoko, Varmatin. J'aimerais connaître les moyens qui seront consacrés sur le plan aéromaritime, dans quelle zone et à quelle période. Enfin, au début de votre propos, vous avez parlé d'opérations d'influence. Donc j'aimerais savoir comment va se traduire cette séquence et qui va être visé. Je vous remercie. Alors, les moyens aéromaritimes, donc il y aura le groupe aéronaval et un CATAF, donc deux forces. Donc le groupe aéronaval est une force qui est une force amphibie. La force amphibie va démarrer son mouvement depuis les Baléares. Donc pourquoi on a voulu ça ? Parce que ce qu'on souhaite, c'est travailler sur une projection de force d'un peu plus de 1000 km, qui est la bonne allonge pour ce genre d'exercice dans l'unité, dans la période de temps qui nous est donnée. Sur les opérations d'influence, on va simuler un monde d'influence, et donc il y aura notamment des images faites par des équipes spécialisées, des communiqués qui seront faits sur des réseaux sociaux, d'exercices, exactement ce qu'on peut voir ailleurs, aujourd'hui dans les conflits, pour faire dans le cadre de la lutte informationnelle. Et encore une fois, avant qu'on revienne à la dernière question de M. Julien, il y a bien étanchéité entre l'exercice et la vie de nos concitoyens. Voilà. Ils verront effectivement des militaires déployés en exercice, mais ils ne seront évidemment pas impactés ni par les exercices ou les opérations cyber, ni évidemment visés par les opérations d'influence. Monsieur Julien, une dernière question avant de passer au point sur les opérations. Surtout, je ne voudrais pas remettre en cause les fonctions du général Le Naine, qui sait combien je l'apprécie. En réalité, on peut penser malgré tout, comme journaliste, on va dire spécialisé, que nous sommes ici, que les forces spéciales ont déjà commencé donc à être déployées. On peut penser effectivement, en bon journaliste spécialisé, qu'effectivement les forces spéciales ont commencé à être déployées. D'ailleurs, comme dans la vraie vie, puisque train as you fight, comme disent nos amis américains, et donc ça fait partie de ce virage de l'entraînement et de la haute intensité. Donc oui, effectivement, les forces spéciales ont commencé à être déployées, mais pas qu'elles d'ailleurs.
Et ce sera donc la dernière réponse à la dernière question. Merci beaucoup, mon général. Le colonel Godillère va maintenant faire le point sur les opérations. Merci, mon général. Alors, les opérations des armées au cours de la semaine dernière, à commencer par l'Europe, où nous sommes continuellement engagés dans les missions de réassurance au profit de l'OTAN, avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs dans une démarche ferme, mais non escalatoire. Tout d'abord, on commence par la mer Baltique, avec des missions de surveillance maritime au profit de l'Alliance, à commencer par la FREMM Aquitaine, la frégate multimission donc, qui a testé son interopérabilité de moyens de transmission avec un détachement de l'Enhanced Forward Presence de Lettonie, composé de militaires canadiens et lettons. En outre, depuis le 6 février, le patrouilleur de service public PSP Pluvier a rallié la mer du Nord et il a rejoint la force navale multinationale SNMG-1, Standing NATO Maritime Group 1, de l'OTAN en mer Baltique afin de patrouiller à proximité de gazoducs et de plateformes pétrolières stratégiques pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Ce PSP démontre ainsi sa grande polyvalence. Pour finir, le 8 février, un avion de surveillance maritime Atlantique 2 a réalisé une nouvelle mission de surveillance et de reconnaissance sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Cette mission de surveillance des activités aéromaritimes permet également à la France de continuer et de maintenir une appréciation autonome de la situation dans cette région. En Estonie, avec le sous-groupement tactique interarmes Lynx, qui entretient ses capacités opérationnelles et qui vient de terminer l'exercice opérationnel majeur Winter Camp, qui a mobilisé près de 1400 soldats de l'Enhanced Forward Presence Battle Group en Estonie, et donc les alliés estoniens et américains. Les commandants de montagne, l'infanterie mécanisée sur véhicules haute mobilité, les VHM, les capacités de renseignement artillerie et la section NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique française, se sont entraînés dans un scénario réaliste de haute intensité sur un terrain particulièrement rugueux en termes d'enneigement et de froid. Et les 400 militaires français ont donc alterné des phases offensives et défensives face à un ennemi blindé et mécanisé. Winter Camp illustre donc la pleine capacité des unités engagées en Estonie à conduire un ensemble d'opérations complexes dans un contexte interallié visant à défendre le territoire des membres de l'Alliance. En Lituanie et dans les airs, le dispositif d'alerte au profit de l'Alliance EAP, Enhanced Air Policing, voit les 4 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace déployées sur la base aérienne de Šiauliai en Lituanie, alterner donc des semaines d'entraînement avec des semaines d'alerte réelle. Ainsi, du 9 au 15 février, les Rafales ont effectué 9 missions d'entraînement, dont 2 avec les Néerlandais et 1 avec les Polonais. Ainsi, 2 Rafales C du détachement français se sont entraînés aux manœuvres en vol avec 3 avions de chasse F-35 néerlandais déployés à Malbork, en Pologne. Cet entraînement commun favorise là aussi l'interopérabilité de tous les alliés engagés sur le flanc est de l'Europe et contribue au renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN. Il vient en complément des vols déclenchés sur alerte, donc qui ont repris cette semaine, qui reste la mission prioritaire en Lituanie, bien évidemment, et qui confirme notre position d'allié fiable, crédible et solidaire. À ce titre, le 13 février dernier, 2 Rafales C ont décollé sur alerte réelle pour vérifier l'identité d'un aéronef, un Ilyushin 38, qui transitait du nord vers le sud aux abords de l'espace aérien balte, et cet avion a été accompagné de manière tout à fait professionnelle. Autre volet des manœuvres aériennes sont des manœuvres qui décollent depuis la France avec, alors ce sont généralement des missions de surveillance et d'entraînement à la défense aérienne et effectuées là aussi, bien qu'elles décollent depuis la France, sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Le 9 février, c'était une mission de ravitaillement en vol conduite par un avion
ravitailleurs C-135 français, dans l'espace aérien letton au profit de 2 Eurofighter EF-2000 allemands. On passe en Turquie avec des missions d'assistance aux populations face au terrible séisme qui a eu lieu il y a une semaine. Je vous avais parlé, nous avions évoqué sur les réseaux sociaux le déclenchement de cette aide internationale avec la participation des armées, notamment dans le déploiement des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Eh bien, ces UISC ont été renforcés par une demi-douzaine de sapeurs-pompiers issus du bataillon des marins-pompiers de Marseille et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ces équipes de sauvetage mettent en place un élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale, l'escrime, apportant une capacité supplémentaire d'accueil médical d'urgence. Au total, c'est 125 militaires et 4 chiens qui sont engagés parmi les 230 Français déployés en Turquie, donc 125 militaires. Tout ceci, c'est bien en appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. En Afrique, au Gabon, les éléments français au Gabon ont organisé et soutenu un exercice, un challenge qui s'appelait Equatorial Patrol, qui réunissait 7 pays de la région, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Tchad, la République démocratique du Congo, la République de Côte d'Ivoire et le Gabon, évidemment. Ce challenge permet aux équipes engagées de se mesurer lors d'épreuves qui relèvent de la maîtrise des savoir-faire fondamentaux et dans le milieu rencontré dans la région. Des pistes collectives en forêt équatoriale, des parcours d'obstacles aménagés, des parcours de tir, de la topographie, de la marche de nuit et du secourisme au combat. Ce challenge permet de renforcer les liens entre les différentes nations de la région et d'éprouver les savoir-faire et d'apprendre les uns des autres, bien entendu, entre militaires. Pour l'opération Corymbe, dans le golfe de Guinée, du 6 au 17 février, le commandement de la zone maritime atlantique, SECLANT, a organisé en coopération avec le programme européen PESCAO. C'est un programme européen qui vise à soutenir les organismes de surveillance de pêche de l'architecture de Yaoundé et les organismes justement régionaux. SECLANT a donc conduit une première patrouille opérationnelle African Nemo, on en a aussi parlé il y a plusieurs mois, de l'exercice majeur qui s'appelle Grand African Nemo dans la région. Et ce premier jalon, donc cette première patrouille, constitue un premier jalon de l'exercice Grand African Nemo 2023 qui se tiendra au 3e trimestre 2023. L'objectif de cette séquence était de lutter contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée et plus particulièrement de déceler et de dissuader des activités de pêche illégale non déclarées ou non réglementées. Cette opération conjointe a favorisé la coopération avec les marines et centres de commandement locaux, en particulier le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée et le Sénégal. De manière plus concrète, le patrouilleur de haute mer, premier maître l'air, a patrouillé dans la zone économique exclusive capverdienne en embarquant à son bord un observateur de la Commission sous-régionale des pêches. Également intégré à African Nemo, un avion Falcon 50 de la flottille 24F, qui est déployé à Dakar, a effectué 7 missions de police des pêches au profit de la Gambie et du Sénégal, avec à son bord, là encore, des observateurs des pêches de chaque pays. Et pour finir, un avion de patrouille maritime Atlantique 2, projeté à Abidjan, a effectué 2 vols de surveillance avec des observateurs, cette fois-ci, ivoiriens. Au Proche et Moyen-Orient, du 15 au 12 février, sur la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, l'avion ravitailleur C-135 et son équipage ont réalisé au total une quinzaine de missions de ravitaillement dans le cadre de l'opération Inherent Resolve au profit des appareils de la coalition, notamment des chasseurs F-15 américains ou ici un C-130.
Ce mandat démontre la grande flexibilité dans l'emploi du C-135. Vous l'avez vu dans les cieux européens et là dans les cieux du Levant. En outre, le 10 février, 2 Rafales et le détachement protection de la BAP, de la base aérienne projetée au Levant, ont réalisé un entraînement conjoint au Close Air Support, donc à l'appui-feu, simulé au profit de troupes au sol. Cet entraînement permet de travailler la coordination dans les 3 dimensions, ainsi que la mise en œuvre de procédures liées à l'intrusion d'une menace pour les fusillets commando. La mission Antares du groupe aéronaval sous le contrôle opérationnel de l'amiral commandant la zone maritime océan Indien, le groupe aéronaval continue d'agir avec ses partenaires afin de renforcer collectivement la préparation aux opérations. Aussi, du 10 au 12 février, le groupe aéronaval et la frégate égyptienne Alexandria ont conduit une coopération opérationnelle baptisée Altaïr, soulignant la capacité des unités du groupe aéronaval à travailler avec nos partenaires et à intégrer leurs unités au sein de la Task Force 473. Altaïr est aussi l'une des contributions directes du GAN à la Task Force 153, la Combined Maritime Force, qui agit au profit de la sécurité maritime en mer Rouge et qui est actuellement placée sous commandement égyptien. En mer Rouge, comme dans le nord de l'océan Indien, le GAN a apporté aussi un soutien à l'opération européenne Atalante. Pour le groupe Jeanne d'Arc, qui continue sa circumnavigation dont nous avions parlé aussi à ce point presse, le 15 février, le groupe Jeanne d'Arc 23 a franchi le canal de Suez. Il navigue désormais en mer Rouge, où il contribue à la sécurité et à la sûreté de cet espace maritime d'intérêt majeur. Avant de s'engager dans le canal, le PHA, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude et la frégate Lafayette qui composent le groupe ont été rejoints par la frégate égyptienne Taya Misser pour effectuer des manœuvres d'évolution tactique, des exercices de visite de navires suspects et de défense aérienne. Au cours de cet échange, une dizaine de cadets de la marine égyptienne a également embarqué à bord du PHA Dixmude pour échanger avec l'équipage français pendant la traversée du canal. Ces interactions participent au renforcement de la coopération bilatérale avec l'Égypte, partenaire stratégique en Méditerranée, mais aussi en océan Indien. En outre, les officiers élèves sont impliqués dans la conduite de manœuvres complexes au contact de navires civils militaires, français et étrangers. Pour la frégate de type Lafayette, Guéprat, engagée ici dans le détroit de Bab el-Mandeb, cette FLF a escorté le bâtiment de commandement et de ravitaillement Marne, BCR Marne, dans le détroit avant de quitter le Combined Task Force 473. Le Guéprat a ensuite repris la route vers le Golfe pour patrouiller dans le détroit d'Ormuz dans le cadre de l'opération Agénor, qui est, je vous le rappelle, le volet militaire de l'initiative européenne EMASO, European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz. Pour les forces françaises stationnées à Djibouti, une mission de protection au profit de la Task Force 55, avec le 10 février, 2 bâtiments américains, le Leroy A. Mendoka, porte-container militaire, et l'USNS Choctaw County de la marine américaine, qui ont franchi le détroit du Bab el-Mandeb, là aussi, et les FFDJ ont accompagné ce franchissement à la demande du partenaire américain. Aussi, 2 Mirage 2000-5 ont décollé de la base aérienne 188 pour assurer la protection de ces bâtiments, ainsi qu'un KC-130J ravitailleur de la CJTF HOA, Combined Joint Task Force, Horn of Africa. En ce qui concerne les forces de souveraineté, à commencer par les forces en zone de l'océan Indien, dans le prolongement de l'exercice baptisé Paille en queue, plusieurs bâtiments des forces armées de la zone sud de l'océan Indien ont été déployés en mer pour réaliser des missions de présence
et de souveraineté au large des côtes réunionnaises. Le patrouilleur polaire Astrolabe, lui, poursuit sa mission de soutien logistique antarctique au profit de la base Dumont d'Urville en Terre Adélie, et la frégate de surveillance Floréal patrouille dans le canal du Mozambique. Par ailleurs, le patrouilleur Le Malin réalise une mission de surveillance au sud de l'océan Indien qui lui permettra de coopérer avec la marine malgache et les gardes-côtes mauriciens. Pour finir, la frégate de surveillance Nivose a rallié la zone économique exclusive des terres australes et antarctiques françaises après une escale en Afrique du Sud. En Guyane, une opération de police des pêches que vous connaissez qui s'appelle Mokaran, du 27 janvier au 13 février, les forces armées en Guyane ont mené une nouvelle action dans ce cadre en matière de lutte contre la pêche illégale étrangère. Plusieurs opérations d'ampleur menées autant à l'est qu'à l'ouest de la zone maritime guyanaise par les patrouilleurs Antilles-Guyane, PAG. Alors ces deux PAG s'appellent La Confiance et La Résolue, renforcés par un détachement de fusiliers marins commando et la VCSM Organabo. Eh bien, tout ce dispositif a permis de saisir 23 tonnes de poissons, 222 kg de vessie natatoire et 9,5 km de filets. 3 tapouilles brésiliennes ont été également déroutées, saisies et détruites en raison de leurs activités illégales répétées dans les eaux françaises. Ce bilan représente un impact financier pour les pêcheurs illégaux estimé à près de 180 000 €. Enfin, pour terminer, en Amérique du Sud, et notamment vis-à-vis des feux dévastateurs qui frappent actuellement les forêts et les populations chiliennes, les armées françaises ont là aussi apporté leur concours, avec depuis le 13 février une quarantaine de sapeurs-pompiers de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 et du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui ont été projetés pour appuyer le dispositif de secours chilien. J'ai terminé pour le bref tour des opérations dans les temps en général. Merci mon colonel. Vous allez tout de même vous confronter aux questions éventuelles. Vous êtes un peu dur, elles ne vous sont pas nécessairement données en séance, mais elles vous sont en général données. Je voulais peut-être préciser quelque chose, mon colonel. S'il y a des questions complémentaires sur Orion, les médias peuvent s'adresser à la cellule communication de l'état-major des armées pour compléter un petit peu les informations qui vous ont été données tout à l'heure. Puisqu'il n'y a plus de questions en salle, qui s'est beaucoup exprimé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions en audio ? C'est que nous devons nous approcher de l'heure du déjeuner. Merci à tous d'avoir suivi ce point presse qui était un petit peu retardé aujourd'hui par rapport à nos habitudes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.